Bonjour à tous et bienvenue sur L'étoffe d'un chef, une chaîne qui habituellement présente des portraits de chefs d'État et qui parle d'histoire politique, souvent du XXe siècle. Aujourd'hui cependant, nous allons parler de mathématiques et en particulier de l'hypothèse de Riemann. J'ai fait beaucoup d'histoire, je vais encore en faire beaucoup, mais là j'avais envie de faire une petite pause pour me détendre. Il se peut que ce sujet rebute un certain nombre d'entre vous. Nous ne sommes pas une chaîne de maths et donc forcément, c'est pas forcément la direction privilégiée pour le choix des sujets de la chaîne. Et donc ne vous inquiétez pas, il ne s'agit ici que d'un hors-sujet et on va très vite revenir à des sujets politiques. Cependant, j'ai toujours pensé que faire de petites excursions dans le monde des sciences exactes et dans le monde des mathématiques peut être 1. Divertissant, 2. Instructif. Instructif, y compris pour la politique. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai écouté récemment une conférence sur la théorie des jeux et j'ai été surpris de voir que des ponts avec la politique étaient tout à fait faisables. Je vous en parlerai peut-être un jour. Mais là, j'ai envie de dire, la théorie des jeux, on est un petit peu dans les maths appliquées. Aujourd'hui, on parle de l'hypothèse de Riemann. Autrement dit, on va faire des maths pures. Je suis un petit peu obligé de me justifier brièvement pour le sujet de cette vidéo. D'abord, en fait, j'avais écrit un texte dernièrement. Un texte qui se voulait de portée littéraire. Un texte à ne pas prendre trop au sérieux, mais aussi qui est un petit peu un prétexte. Parce que dans tout texte, il y a un prétexte à faire du style. Je voulais le montrer à un public, sauf que le sujet, c'était l'hypothèse de Riemann. Et donc, évidemment, à partir du moment où vous ne connaissez pas ce sujet, vous ne comprenez rien à ce que je peux bien y raconter. Donc, j'ai décidé de vous mettre ce texte en conclusion de la vidéo. Et puis, pendant tout le développement, on va essayer de comprendre en fait ce que c'est que l'hypothèse de Riemann et pourquoi elle est si intéressante. Deuxième justification, toutes les disciplines scientifiques sont stimulantes. Sciences exactes, sciences humaines. Mais vraiment, les mathématiques, elles sont pourvues d'un charme particulier. Qui, à mon avis, est dû au fait que les mathématiques ont quelque chose de nécessaire. Lorsque vous trouvez des choses étranges, des choses surprenantes en maths, eh bien, ces choses étranges et surprenantes ont quelque chose de fondamental. Vous sentez que ce ne sont pas que des bizarreries, ce n'est pas qu'un bestiaire de choses bizarres ou d'objets bizarres. Ce sont des choses qui portent en elles une vérité fondamentale. Et à mon avis, c'est ça qui rend les mathématiques si charmantes et si plaisantes. Pour ma part, en fait, quand je me détends, je fais des maths un petit peu. Enfin, je fais pas des calculs, mais j'essaye d'avoir une compréhension la plus profonde possible et la plus intuitive de ce que c'est que les mathématiques, tout en gardant à l'esprit le fait que je ne suis pas mathématicien, qu'il en ait d'autres bien mieux placés que moi pour en parler, que les mathématiques, c'est aussi pour moi un moyen de me marrer, parce que les maths me font rire, les maths me plaisent, et donc comme je passe un bon moment, je me laisse surprendre par ce que j'y trouve, et vraiment je trouve ça drôle. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous communiquer un peu mon amour des maths. Maintenant, attention, c'est de la vulgarisation. Je vais aborder un certain nombre de sujets qui vont être de plus en plus pointus. Prenez ma vidéo comme elle est. Elle n'a pas été réalisée par un mathématicien. Elle a cependant été écrite dans la rigueur et dans la joie. Mesdames et messieurs, un hors-série aujourd'hui inattendu. Une véritable exploration. Nous allons mettre le pied sur un nouveau continent. L'hypothèse de Riemann. C'est parti. Dans les années 1730, à l'Académie des sciences de Berlin, vivait un mathématicien très célèbre, Leonhard Euler, qui avait l'usage de ses deux yeux. Avait-il deux jambes aussi? Et deux bras? Oui, alors dire qu'il avait l'usage de ses deux yeux est peut-être une banalité, mais dans son cas, il faut préciser, ça n'a pas été le cas toute sa vie. C'était un mathématicien tout à fait génial qui a mis à plat, en fait, toutes les mathématiques connues de son époque. Et parmi 1000 autres sujets qu'il a révolutionnés, il a étudié les séries infinies. Alors, dans le cas dont on parle ici, ces séries infinies sont des fonctions. Tu vois ce que c'est qu'une fonction? Ouais, ça je vois. C'est une machine, tu lui donnes un nombre, elle te rend un autre nombre. Par exemple, si ta machine, tu lui donnes 2, elle te rend 4.
Tu lui donnes 4, elle te rend 8. Tu lui donnes 9, elle te rend 18. Bon, visiblement, c'est que la fonction s'appelle 2x. En fait, on lui a donné x, elle rend 2x. Donc là, dans ton exemple, c'est la fonction f de x égale 2x. C'est une fonction très simple, mais ça peut être aussi x plus 4, x carré. Ou ça peut être aussi une fonction beaucoup plus compliquée. L'idée de Leonhard Euler, c'est d'imaginer une fonction qui fait intervenir une série infinie. Comme Dexter ou Game of Thrones. Ah bah ça n'en finissait plus, hein. Après la saison 8... Peut-être, mais là, dans le cas dont je parle, c'est vraiment infini. Ça ne finit littéralement jamais. Pour imaginer une série infinie, on va faire une expérience très simple. Imagine que tu marches dans ton jardin. Tu vas de la porte d'entrée jusqu'au muret. Et ça fait, mettons, 12 mètres. Imaginons que tu marches d'une façon particulière. Ton premier pas fait 1 mètre. Ton deuxième pas fait la moitié d'un mètre. Le troisième pas fait le tiers d'un mètre. Le quatrième pas, le quart d'un mètre. Puis le cinquième d'un mètre, sixième, septième, ainsi de suite. Question: est-ce que tu iras jusqu'au muret? Je pense que j'irai pas loin. Et pourquoi tu iras pas loin? Si les pas sont de plus en plus petits, au bout d'un moment, je vais plus avancer en fait. C'est drôle parce que j'ai parlé de ça à plusieurs personnes et effectivement, c'est l'intuition de pratiquement tout le monde. Euler a pourtant fait le calcul, ton intuition est fausse. En fait, tu vas atteindre le muret. Ah oui? Mais il a fallu combien de pas pour l'atteindre? Il faudra 93 000 pas environ. Et ça, c'est pour 12 mètres. Mais en fait, tu peux aller jusqu'où tu veux. Ça mettra du temps, mais tu peux faire le tour de la Terre comme ça, hein. En fait, cette série infinie diverge, hein. Ça, c'est du langage mathématique. Diverger, ça veut dire tendre vers l'infini. En fait, j'irai vers l'infini, mais de plus en plus lentement. Mais si on change un peu ta somme, si je fais par exemple 1 mètre, puis un quart de mètre, puis un neuvième de mètre, puis un 16e de mètre. Je sais pas, t'as changé la somme. T'as fait quoi? J'ai pris les carrés. 1 sur 1 au carré, 1 sur 2 au carré, 1 sur 3 au carré, 1 sur 4 au carré. Ah oui, t'as pris les carrés. Eh bien là, ça décroît beaucoup plus vite. C'est très différent. Dans ce cas-là, la somme converge. Converger, c'est l'inverse de diverger. Ça veut dire que cette somme tend vers une valeur. Tu vas te rapprocher de plus en plus d'une valeur que tu n'arriveras pas à dépasser, effectivement. Ah, là je comprends. Et quelle est cette valeur? Eh bien, Euler a calculé, il a trouvé pi au carré sur 6. 1,64 en gros. Mais c'est intéressant ce que tu as fait. Tu as changé un chiffre. Quel chiffre tu as changé? Tu as changé l'exposant du dénominateur. Tu as tout mis au carré. Eh bien voilà. Cette fonction, c'est ce qui s'appelle la fonction zeta. Une fonction que l'on note zeta de x. C'est une fonction qui a été manipulée par Euler. Tout à l'heure, on a vu le cas où x égale 1. En fait, on additionnait les inverses des entiers qui sont tous à la puissance 1. Donc, simplement les inverses des entiers. On a vu que ça divergeait vers l'infini. Toi, tu as proposé le cas où x égale 2. On additionne les inverses des entiers au carré. Et là, ça convergeait vers une valeur qui était pi au carré sur 6. Pi au carré sur 6. C'est marrant que pi arrive ici. Et pour x égale 3, si on les met au cube, là, ça irait encore moins loin. Eh bien là, ça converge aussi, mais vers un chiffre encore plus petit. Pi sur quelque chose? Non, pour là, il n'y aura pas d'écriture simple, d'écriture fermée. Mais il vaut environ 1,2. On l'appelle la constante d'Apéry. D'ailleurs, par parenthèse, cette constante d'Apéry a réapparu dans les calculs de la physique quantique des siècles plus tard. Donc l'infini, puis 1,64, puis 1,2. Bon, on va se rapprocher de 1. Là, la fonction tend vers 1. Oui, tout à fait. On peut essayer de zeta de 1, de zeta de 2, de 3, de 4, de 5. On voit bien qu'au final, ça va tendre vers 1. Tout à fait. Et donc, on peut définir cette fonction de zeta sur l'intervalle 1 à plus l'infini. On trace la courbe et on voit très bien que ça tend vers 1. Tout le reste est à l'infini. Ouais, alors on peut essayer avec zeta de 0. Là, tous les dénominateurs valent tous 1. Parce que tout chiffre mis à la puissance 0 vaut 1. Donc en fait, la somme infinie que tu vas avoir, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc l'infini. Tout le reste est à l'infini. Alors c'est ce qu'on va conclure ici. C'est-à-dire que visiblement, la série converge pour tout l'intervalle 1 à plus l'infini. Elle converge, c'est-à-dire qu'elle va vers une valeur. Mais quand on met un x inférieur ou égal à 1, elle diverge. Évidemment que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait l'infini. Donc voilà, tout ça c'est la base. Ce sont les résultats qu'a trouvé Euler. Ça paraît relativement compréhensible. Euler peut poser son crayon. Cette fonction va pourtant s'avérer beaucoup plus étrange qu'il n'y paraît jusqu'ici.
Euler, en continuant à travailler sur la fonction de zeta, finit par s'apercevoir d'une chose, c'est que la fonction de zeta a deux écritures possibles. Soit tu la présentes sous la forme d'une somme infinie, ça s'écrit comme ça, alors ne vous laissez pas impressionner par la grosse lettre sigma, hein, ça veut dire somme, tout simplement. Of u plus x equal competence. Solve for x. It's competence. Donc zeta est la somme infinie des inverses des entiers naturels, qui sont écrits n, et qui sont mis à la puissance x. Donc tout ça, je l'ai formalisé, mais c'est ce qu'on a vu juste avant. Il existe une deuxième formule, strictement égale à la première. On peut écrire zeta sous la forme d'un produit infini. Non plus une somme infinie, ça plus ça plus ça plus ça plus ça, mais un produit, ça fois ça fois ça fois ça fois ça. Une multiplication. Alors je vous le dis, on va le prendre comme un donné, ça a été calculé par Euler, on lui fait confiance, zeta de x vaut le produit infini de 1 sur 1 moins p à la puissance moins x. C'est un peu velu, mais bon, dans le fond, ça reste abordable. Ouah, c'est quoi ce p? Qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, dans ce produit infini, il y a un terme p. Avant, dans la somme, on avait les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on les notait n à chaque fois pour simplifier. Là apparaît p, ce sont les nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Tu connais ça ou pas, hein? C'est-à-dire que cette formule fait allusion à un autre problème majeur de l'histoire des maths qui est la répartition des nombres premiers. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et par lui-même. Par exemple, 11. Il peut être divisé par 11 ou par 1, mais c'est tout. Et en quoi ça nous intéresse? Alors ça intéresse énormément les mathématiciens. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que tout nombre entier peut être décomposé en un produit de nombres premiers. Par exemple, le chiffre 93 n'est pas premier, mais il est composé de deux nombres premiers puisqu'il vaut 3 fois 31. Les nombres premiers sont les briques de base qui servent à fabriquer les nombres entiers. Exactement. Ils sont la structure sous-jacente aux nombres entiers. Tous les entiers ne sont pas également importants. Parmi eux, il y a des entiers premiers. Et c'est ce qui est très intriguant, c'est que les nombres premiers apparaissent dans la suite des entiers de façon imprévisible. On n'a pas de moyen clair pour prévoir la répartition des premiers. On est toujours surpris par eux. 315 est divisible par 5. Bon, pas premier. 316 est divisible par 2, il est pair évidemment. Pas premier. 317, 317 est un nombre premier. Mais c'est surprenant parce que on ne sait jamais quand on va tomber dessus. Ils sont inattendus. Ils sont déguisés en nombre entier normal, alors que pourtant ils semblent appartenir à une réalité plus fondamentale. Or, Euler, en manipulant la fonction de zeta, a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait jusqu'ici. Il a trouvé une formule équivalente, un produit infini, où quand les nombres n'étaient pas premiers, ils s'annulaient automatiquement quand il posait son produit. En fait, il y avait une simplification qui apparaissait dans ses calculs. Il obtenait au final fois 1, et donc il évinçait ce terme du produit infini. Il ne restait plus que les premiers. Quand il a trouvé ça, il a été complètement atterré par sa découverte. Il en a même fait une attaque cérébrale, et il en a perdu son œil droit. Bon, là, peut-être que je romance un peu l'histoire. C'est une invention de ma part. Je remarque qu'il a perdu l'usage de son œil droit, justement, à peu près à la même époque où il trouve la déclinaison en produit de la fonction de zeta. Donc je fais le lien pour m'amuser. En réalité, bon, il semblerait que ce soit plutôt des travaux de cartographie qui lui ont cramé la rétine. Bref, quand il créait son produit infini, les nombres premiers étaient les seuls à rester par non-simplification. Il avait un peu l'impression de leur enlever leur fausse moustache, leur déguisement en entier normal et les forcer à se révéler vraiment tels qu'ils sont. Euler comprend qu'il tient ici un résultat fondamental. Décortiquez-moi la fonction de zeta et vous aurez enfin le secret de la répartition des premiers. Décortiquez-moi la fonction de zeta et vous aurez le secret de la nature fondamentale des nombres. Une chose amusante qu'on peut essayer de faire avec des nombres premiers, c'est de tracer la fonction de répartition.
En gros, c'est une fonction escalier. Il se construit de façon très simple. Si le nombre est premier, tu montes d'une marche. S'il ne l'est pas, tu restes où t'es. Regardons un peu les proportions. En dessous de 100, on a 25 nombres premiers. En dessous de 1000, on a 168. En dessous de 10 000, on est à 1229. La proportion suit une évolution qu'il serait intéressant de déterminer. Et c'est un jeune homme de Brunswick, enfin un jeune homme, un adolescent de 15 ans en fait, qui fait une trouvaille révolutionnaire. On est en 1793, décidément une époque révolutionnaire, et qui fait en fait une conjecture. Il trouve une fonction qui s'appelle la logarithmique intégrale, et qui, quand il envoie la courbe, ressemble beaucoup à notre fonction de répartition. Un ado de 15 ans a trouvé la répartition? Il n'a pas trouvé la répartition, mais il a trouvé probablement la meilleure approximation qu'on peut imaginer avec nos outils mathématiques contemporains à ce jour. C'est la fonction qui s'en rapproche le plus. Comment il s'appelle ce mec? Personne, c'est un ado, voilà, il s'appelle Gauss. C'est juste le mathématicien le plus connu de tous les temps. Bref, peu importe. Ce que je veux te faire remarquer, c'est que cette conjecture a des défauts. Le nombre donné par cette fonction n'est pas le bon. Par exemple, en dessous de 10 000, il y a 1229 nombres premiers, mais la conjecture de Gauss nous dit qu'il y en a 1246. C'est proche, mais c'est pas le bon chiffre. C'est pas mal, on n'est pas loin, mais c'est un peu au-dessus. C'est une fonction majorante. Mais comment on pourrait faire pour que ce soit pile le bon chiffre? Pour que ce soit le bon chiffre, il faut apporter des corrections. Alors, ce sont des petits ajouts dans la formule. On additionne un terme, qu'on va appeler une correction, à la formule de Gauss. Mais cette correction ne suffira pas pour que la formule soit exacte. Il en faudra une deuxième, puis une troisième, et en fait une infinité. Donc cet adolescent de Brunswick avait la bonne formule à une infinité de corrections près. Ça, c'est un détail capital qui va nous servir par la suite. L'infinité de corrections nécessaires pour que Gauss ait raison. Donc, pas le choix, il faut analyser la fonction de zeta. Elle contient un secret et il faut lui faire cracher son secret. C'est un élève de Gauss, Riemann, qui trouvera le meilleur moyen de renouveler l'approche de la fonction. Bernard Riemann n'a vécu que 39 ans, emporté par la tuberculose. Il avait 33 ans quand il a formulé la fameuse hypothèse de Riemann. Il va étendre la fonction de zeta sur les complexes. Pour bien comprendre l'aventure dans laquelle il se lance, il faut d'abord saisir ce qu'est un nombre complexe. Bien sûr, c'est complètement indispensable et je vais essayer d'expliquer rapidement. Vous savez, il fut un temps, à la Renaissance, où on s'amusait beaucoup à résoudre des problèmes d'algèbre classique. Autrement dit, on résolvait ce qu'on appelait des équations polynomiales. Ce sont les équations que vous avez d'ailleurs souvent étudiées au collège, et c'est le plus grand exposant qui donne le degré de l'équation. X plus 5 égale 0, c'est une équation polynomiale de degré 1. 4x carré plus 9x moins 7 égale 0, c'est une équation polynomiale de degré 2. 5x cube plus 9x carré moins x plus 2 égale 0, c'est une équation polynomiale de degré 3, et ainsi de suite. En fait, on regarde le plus grand exposant de l'équation. On savait très bien résoudre, au Moyen-Âge, les équations de degré 1 et 2. Et d'ailleurs, il me semble que les mathématiciens arabes ont joué un certain rôle pour formaliser et diffuser les méthodes de résolution, notamment Al-Khwarizmi. Mais à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, on se cognait le museau pour résoudre les équations de degré 3, qui sont plus compliquées. L'idée, c'est vraiment de trouver une méthode de résolution. Et il y avait cet astrologue italien qui est assez friand de ce genre de calcul, Jérôme Cardan. Et il passe, même si c'est parfois contesté, pour être le premier à avoir trouvé la méthode de résolution des équations polynomiales de degré 3. En 1545, il publie Ars Magna, qui est un ouvrage d'algèbre classique et qui révèle sa méthode. C'est une grande avancée. Mais, dans l'élaboration de cet ouvrage, il s'est passé quelque chose de très étrange. Cardan avait trouvé une méthode de résolution, la méthode de Cardan, mais il a dû, pour la développer, mettre le pied dans un monde nouveau, un monde inconnu, un monde imaginaire. Il est tombé sur des racines de nombres négatifs.
racine carrée de -1, typiquement. Alors, évidemment, il n'existe pas de nombre dont la racine carrée vaille -1. Tout nombre multiplié par lui-même étant positif. Il y a un moment célèbre où il examine une équation, il pressent que la réponse vaut 4, il fait le remplacement de x par 4, il voit que ça fonctionne, mais pour pouvoir obtenir cette solution, donc 4 par le calcul, il était contraint dans son développement de travailler avec des racines d'entiers négatifs, ce qui lui a causé un certain nombre de tortures mentales. Les mathématiciens ont mis des centaines d'années à l'accepter, je vous laisse exactement 3 secondes. C'est bon ? D'ailleurs, il ne s'y est jamais fait, et je crois qu'il n'a jamais vraiment compris l'importance de ce que ce détail impliquait. Effectivement, pour trouver une solution, il arrivait qu'on dû se manipuler une entité imaginaire, racine carrée de -1, il arrivait que les solutions appartenaient elles-mêmes à ce nouveau monde mystérieux, par exemple si la solution vaut 5 plus racine de -15. Évidemment, ce genre d'invention chiffresque lui paraissait une absurdité sans fond. Le corps des réels ne contient pas de pareilles entités, mais pourtant il y était forcé. En langage mathématique aujourd'hui, on dirait que le corps des réels n'est pas algébriquement clos. Autrement dit, il ne contient pas toutes les solutions de toutes les équations imaginables qu'on peut construire avec des réels. On fait des équations, on cherche x, et il arrive que x ne soit pas parmi les nombres que nous connaissons. Il existe d'autres nombres. Et pour les représenter, on peut croiser deux axes, l'axe des réels 1, 2, 3, 4 en abscisse, l'axe des imaginaires i, 2i, 3i, 4i en ordonnée, en admettant que i soit égal à la racine carrée de -1. On obtient ainsi un plan, et tout point sur ce plan complexe correspond à un chiffre. Et on peut écrire ce chiffre de la forme a plus bi. A est appelé la partie réelle, b est la partie imaginaire. 2 plus 3i est un nombre complexe, moins 3i est un nombre complexe, 2 moins i est un nombre complexe, i moins 4. Bref, on voit bien que ce sont des nombres qu'on compose comme ça avec deux parties, hein. On les réunit, mais ça fonctionne très bien. Désormais, on ne pense plus à l'axe qui contient tous les nombres, mais plutôt le plan complexe. Donc une fois qu'on a compris ça, l'impact est grand pour le monde des fonctions. Avant, quand on avait une fonction, on regardait pour chaque point quelle est son image. On obtenait donc une courbe. Mais si les nombres ne se représentent pas sur un axe mais sur un plan, eh bien en bas du repère, ce n'est plus un axe qu'on a mais un plan. Et donc son image ne forme plus une courbe, mais plutôt une surface. Donc au lieu de regarder, vous savez, toutes ces fameuses courbes que vous avez appris quand vous étiez au collège, les paraboles, les hyperboles ou d'autres courbes diverses, la courbe cosinus par exemple, et bien maintenant il faut vous efforcer d'imaginer plutôt des surfaces. Imagine que tu évolues désormais sur de grandes surfaces où il y a des creux, là où la fonction décroît, des montées, là où la fonction croît. Ces surfaces, qu'on appelle justement des surfaces de Riemann, elles sont un peu différentes des paysages que tu pourrais imaginer dans ta tête, hein. On pourrait très bien imaginer ici une montagne qui se hisse vers l'infini en un point donné. Beaucoup de choses sont autorisées. On pourrait imaginer des hélices qu'on empilerait en spirale à l'infini, ce qu'on pourrait faire par exemple pour représenter certaines fonctions comme la fonction logarithme. Mais pourquoi il y a des couleurs ? On les représente souvent avec des couleurs parce que il n'y a pas une mais deux informations à donner pour chaque nombre. C'est une fonction, donc tu donnes un nombre qui a lui-même une partie réelle et une partie imaginaire, et lui te rend un nombre qui a lui aussi une partie réelle et une partie imaginaire. Bon, gardons l'analogie des surfaces, tu peux imaginer que l'altitude du point donne la valeur de la partie réelle. Il te manque toujours une information pour la partie imaginaire. Donc, ce que tu peux faire, c'est représenter cette partie imaginaire avec une couleur. Je précise que les surfaces de Riemann ne sont pas tout à fait représentées comme ça en réalité. Il y a beaucoup de manières de faire différentes. D'abord, les deux coordonnées peuvent être représentées par des couleurs. Il y a d'autres façons en fait de le représenter. Ça reste des représentations humaines, on va dire. Il faut aussi préciser que ce n'est pas tout à fait la partie réelle et la partie imaginaire qui sont les deux éléments du nombre
qu'on cherche pour les identifier. On peut utiliser d'autres choses, comme le module à l'argument, bref. C'est parfois un peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette surface de Riemann permet tout simplement de représenter la fonction en associant les nombres qui sont antécédents, donc les nombres qui sont sur le plan, et le nombre qui est en image, qui va être identifié par exemple, l'altitude et la couleur du point. Pour la fonction de zeta, alors, ça donne quoi? Alors, il y a la fonction de zeta. Effectivement, c'est ce que Bernard Riemann veut faire. Il va utiliser ce nouvel outil, qui est l'analyse complexe, pour pouvoir élucider un peu les mystères de la fonction de zeta. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la fonction de zeta diverge apparemment partout en dessous de 1. Donc en fait, il n'y a qu'un seul demi-plan où on pourrait la définir en apparence. Et tu peux voir que ce demi-plan apparaît rouge partout. Rouge, ça veut dire que tous ces chiffres sont en fait très proches de 1 et globalement tendent vers 1. Sauf pour 1. Sauf pour 1. Il y a un point, là, le point où x égale 1, là, la fonction diverge à l'infini. On dit qu'on a ici un pôle de la fonction. Bon, faisons une petite pause quand même. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le monde complexe, il semblerait que les fonctions trouvent un langage naturel. Parlez avec des mathématiciens, ils vous diront tout ça. Beaucoup de choses en maths paraissent très compliquées si on les considère uniquement avec des nombres réels. Mais dès qu'on passe dans le monde complexe, bizarrement, tout devient simple. Donc vous avez un problème compliqué, réfléchissez pas, vous passez en complexe, il y a de fortes chances qu'il se simplifie. Et l'une des raisons pour cela, c'est que les fonctions complexes ont une particularité, une originalité, c'est que si vous n'en possédez qu'une partie, une portion, vous pouvez les prolonger. Si vous ne possédez qu'un bout de la fonction, il n'existe qu'un seul prolongement pour la définir sur tout le plan. En gros, si j'ai un fragment de la surface de Riemann, je peux la connaître entièrement. Oui, c'est très bizarre, hein. C'est une propriété assez exceptionnelle qui fait que les mathématiciens aiment tant le monde complexe. Il n'existe toujours qu'une seule façon de prolonger une fonction complexe. Là, par exemple, vous avez vu que on ne possède qu'un demi-plan, hein. On n'a pas pris la peine de s'intéresser au comportement de la fonction dans la partie gauche du graphique. On ne s'intéresse qu'à la partie droite, qui est la partie où ça tend globalement vers 1. Mais si on voulait la prolonger, on le ferait facilement, simplement en regardant ces propriétés-là et en cherchant à conserver ces propriétés. C'est parfois compliqué à s'imaginer ça, hein. Si vous voulez une analogie, imaginez que vous possédez un saladier, mais il est cassé en 1000 morceaux. Eh bien, si vous ne possédez qu'un seul morceau, au vu de la courbure du petit fragment, vous pourriez théoriquement savoir de façon extrêmement précise quelle est la forme globale du saladier. Une autre façon peut-être de l'imaginer, c'est de penser à une nappe. Voilà, on va prendre quelque chose de textile, une nappe. Imaginez que votre nappe soit déformée à un endroit. Par exemple, elle fait un creux, vous voyez. Vous imaginez les fibres qui sont un petit peu déformées, ça fait comme un creux. Eh bien, il faut imaginer que même si la portion que vous connaissez n'est pas dans le creux, vous pouvez trouver un prolongement de la nappe qui fait que vous admettez qu'il y a un creux à son endroit. Si votre nappe est déformée, en fait, toutes les fibres de la nappe, même celles qui sont très loin de la déformation, ont été légèrement déformées. Bon, c'est un peu une image, c'est pas tout à fait vrai, mais cette image permet de vous faire comprendre cette magnifique propriété de l'unique bon prolongement. Je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus, tu sais. On a vu que de toute façon, dès qu'on allait regarder les valeurs pour 1 ou inférieur à 1, la fonction diverge. On a l'infini. Donc l'infini, on peut pas le représenter sur ton machin, donc ça va pas nous aider beaucoup, ça. A priori, oui, ça nous avance pas vraiment. On sait que en dessous de 1, pour toute la partie gauche de notre écran, la fonction diverge, elle va vers l'infini. On l'a testé sur plusieurs chiffres, on voit bien que c'est le cas. Mais on peut aussi tester par prolongement. Que se passe-t-il si l'on prolonge la fonction sur la partie gauche du plan? En pratique, lorsque Riemann le fait, en fait, il va trouver une fonction de prolongement. Et lorsqu'il fait ça, voilà ce qu'il obtient. Incroyable. Il s'avère que la fonction, en réalité, ne diverge pas. Elle affiche bien des valeurs. Mais des valeurs qui semblent partir dans tous les sens. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous le vrai visage de la fonction de zeta.
Mais c'est quoi la formule de prolongation qu'il a utilisée? Elle est très compliquée, hein, je peux te la montrer. Voilà, tu vois, il utilise pi, il utilise une factorielle complexe, il utilise une fonction sinus, des nombres de Bernoulli. Bref, je ne vais pas détailler, c'est une fonction très compliquée, mais ça fonctionne. Bon, maintenant, essayons de voir ce qui se passe quand on suit l'axe des réels et qu'on regarde les valeurs que zeta affiche. Dans ce nouveau monde, zeta de 0 égale moins 1,5. Mais pourtant, si on prend la formule de base, celle qu'on avait vue au début de la vidéo, et qu'on met des exposants 0, on aurait 1 sur 1 puissance 0, donc un 1, plus 1 sur 2 puissance 0, donc 1, en fait. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et ça fait plus l'infini. Oui, ça c'est dans le monde normal, mais dans ce nouveau monde qu'on est en train d'explorer, par prolongement analytique, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 à l'infini, ça fait moins 1,5. Et pour zeta de moins 1, si on applique la formule, ça devrait faire... Attends, un nombre à la puissance moins 1, c'est son inverse. Donc zeta de moins 1, ça devrait faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Mais là encore, c'est l'infini. Eh bien, zeta de moins 1, Riemann constate que ça fait moins 1/12. Mais c'est de la sorcellerie. Ça s'appelle la sommation analytique. Et pour zeta de moins 2, là, alors on mettrait les carrés des entiers, donc ça ferait 1 plus 4 plus 9 plus 16. Bon là, si ça fait pas l'infini, alors là, je vends la peau de mes fesses au marché de Saint-Ouen. Ben oui, ça fait l'infini en sommation traditionnelle, mais ça fait 0 en sommation analytique. Et ils osent donner un nom à cette abjection. 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus tous les carrés, ça fait 0. T'as bouffé qui comme champignon? Non, il n'y a pas d'erreur. Zeta de 0 vaut moins 1,5. Zeta de moins 1 vaut moins 1/12. Zeta de moins 2 vaut 0. Zeta de moins 3 vaut 1 sur 120. Zeta de moins 4 vaut encore 0. Zeta de moins 5 vaut moins 1 sur 252. Zeta de moins 6 vaut encore 0. Zeta de moins 7... Mais c'est une monstruosité, prouve-le. Et attends, pourquoi il y a un 0 tous les deux crans là? Ça rime à quoi ton histoire? Bon, écoute, je vais pas m'attarder. Il existe des calculs tout à fait rationnels par lesquels on arrive à tous ces résultats. Mais de façon générale, il ne fait aucun doute que la somme infinie, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, peut correspondre à moins 1/12. En 1948, le physicien Hendrik Casimir a prédit un effet quantique complexe d'attraction entre deux plaques métalliques dans le vide. C'était un calcul de physique. Bon, au cours de ces calculs, il tombe sur la somme infinie 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Et là, il pensait être tombé sur un écueil indépassable. Et là, il se souvient de tout ce qu'on a dit là, et il décide de remplacer cette somme infinie par moins 1/12. 10 ans plus tard, l'effet Casimir a été observé expérimentalement et la force attractive était compatible avec ces résultats. Il existe un certain pan de réalité dans lequel les sommes infinies convergent vers des valeurs finies. Et pour la somme des entiers, cette valeur vaut moins 1/12. Un pan de réalité, d'accord. Donc quelque part sur un nuage au paradis, quand tu achètes un kebab plus 2 kebabs plus 3 kebabs plus 4 kebabs, à la fin tu te retrouves avec un 12e de kebab. En négatif, moins 1/12. En négatif, pardon. On n'est plus à ça près. Donc tu devras un 12e de kebab à quelqu'un. Génial. Mais j'ai une question. Visiblement, ta nouvelle fonction, elle donne 0 pour moins 2, moins 4, moins 6, etc. Oui, alors ça, ce sont les zéros. Hein. On les appelle aussi les racines. En maths, on appelle zéro ou racine les valeurs où la fonction s'annule. Et effectivement, il y a des zéros qui apparaissent dans la fonction. Ici, par exemple, on peut les voir, ce sont des points singuliers, où ils apparaissent en noir, en raison du code couleur. Donc ici, le point est blanc, ce qui veut dire infini, et partout ici, ces points sont noirs, car ce sont des zéros. Et effectivement, on voit bien que tous ces zéros sont en fait les nombres négatifs pairs. Pouah. Mais c'est pas fini. C'est pas fini? Non, ça c'était la partie triviale. Trivial? Oui, parce que maintenant il va arriver les vraies surprises. Là, toi t'es surpris, parce que t'es pas mathématicien. Mais pour eux, tout ça c'est rien. Tu sais, tant que les équations marchent, tant que les calculs sont possibles, on est heureux chez les matheux. Si tu appliques la fonction de Riemann et que tu recherches les racines par une méthode de résolution, tu constates très facilement, par ton calcul, qu'il s'agit de tous les négatifs pairs.
Ce sont donc des zéros triviaux. Mais il s'avère qu'il existe d'autres zéros qu'aucune méthode de calcul ne prédit. Des zéros qui ne sont pas sur des entiers, ni même sur l'axe des négatifs ou des réels. Ils sont sur l'axe des imaginaires? Non plus. Ils sont sur une diagonale, je sais pas? Et regarde le diagramme. Ah oui, il y a d'autres zéros, effectivement. Ils ont l'air tous alignés. Il se trouve sur une droite, qu'on appelle la droite critique. Cette droite est perpendiculaire à l'axe des réels, au point 1,5. Malheureusement, il n'y a pas de formule rapide qui permette de les trouver. En fait, il faut tâtonner pour les déterminer, il faut les calculer en s'approchant, c'est très difficile. Mais enfin, ils ont réussi, puisqu'on les voit maintenant sur le diagramme. Oui, on a réussi à les calculer, en fait on en a calculé beaucoup, mais c'est difficile. Ce sont des opérations très lourdes. Ok, et c'est quoi l'hypothèse de Riemann? Eh bien, l'hypothèse de Riemann, c'est que tous les zéros non triviaux se trouvent sur la droite critique. Tous les zéros non triviaux de la fonction de zeta ont pour partie réelle 1,5. Mais ça, on le sait, tu sais ce que t'as dit. Non, on ne le sait pas. On le voit. On constate que tous les zéros qu'on a réussi à calculer se trouvent effectivement sur la droite critique. Ils ont tous pour partie réelle 1,5. Mais cela ne se déduit pas de la formule. On en a calculé combien? Des millions. Et ils sont tous à 1,5. Tous. Bon, ben l'hypothèse est vraie. Pourquoi ça? Bah, tous ceux qu'on a calculés sont sur la droite. Et on en a calculé des millions. Bah, faut se rendre à l'évidence. L'hypothèse de Riemann est vraie, c'est tout. Oui, on en a calculé peut-être 1 million. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le suivant qui est pas dessus? Ça m'a l'air peu probable. C'est ton opinion. Mais nous, on veut une démonstration. Et aujourd'hui, cette démonstration, on ne l'a pas. Je vais te dire maintenant pourquoi l'hypothèse de Riemann hante les mathématiciens du monde entier. Ces zéros non triviaux ont un lien avec les corrections de la fonction trouvée par Gauss. Laquelle? Tout à l'heure. La fonction qui approxime les nombres premiers. La fonction dont la formule permet d'approcher la répartition des nombres premiers. Cette fonction, logarithme intégral, tel est son nom, était imparfaite. Et je t'avais dit qu'on devait l'améliorer par des corrections, des termes qu'on ajoute pour qu'elle se rapproche des vrais chiffres. Ces corrections, il y en a un nombre infini. Et les zéros non triviaux, il y en a aussi un nombre infini. En fait, il y a autant de zéros non triviaux qu'il n'y a de corrections à la formule de Gauss. Il y a une correspondance entre ces deux choses. Dit autrement, démontrer l'hypothèse de Riemann, c'est peut-être enfin comprendre comment se répartissent les nombres premiers, comment corriger Gauss pour qu'il soit dans le vrai. Parmi les mathématiciens britanniques du XXe siècle, certains ont essayé d'étudier cette fonction de Gauss pour essayer d'y lire quelques indices à propos de l'hypothèse de Riemann. On sait que la fonction logarithme intégral approche la répartition, qu'elle lui est toujours supérieure. Et on dit que cette fonction est majorante. Or, on peut obtenir par le calcul que cette fonction n'est pas toujours majorante, que la différence entre les deux change de signe une infinité de fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux courbes se croisent. La fonction de Gauss devient inférieure à la répartition, puis supérieure, puis inférieure, et ainsi de suite. Majorante, puis minorante, puis majorante, puis minorante. Mais pourquoi personne ne l'a vu si les courbes se croisaient? Eh bien, personne ne s'en était rendu compte parce que le premier croisement intervient très loin. Très loin? À des échelles de 10 puissance 300. Imagine un nombre avec 300 chiffres. Ah. Bon, bah si c'est si loin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah mais on s'en fout pas. Si la fonction de répartition change de comportement à des nombres monstrueusement grands, qu'est-ce qui nous dit que la fonction de zeta de Riemann ne changerait pas elle aussi de comportement à des hauteurs monstrueusement grandes? Bernard Riemann, en 1859, a mis le pied sur une terre nouvelle. Des droites sûres d'elles, une conception intelligente, un monde sous-jacent, une architecture bâtie sur des équations. La particularité des mathématiques, c'est que les vérités nous y paraissent nues, sans artifice, presque nécessaires. La fonction de zeta ne nous trompe pas, elle n'a pas de mode de vie, elle ne fait pas d'humour, elle ne nous explique pas des balivernes, elle n'a pas à nous promettre
d'être bien utile pour fabriquer une machine ou une bombe. Elle ne vit pas. Elle était là bien avant nous, et après nous, elle nous survivra sans doute. Quand bien même la Terre serait une boule de feu irrespirable. Elle ne veut pas se faire comprendre d'un autre, ni de nous-mêmes. Elle ne veut pas comprendre quel est l'œil qui la voit. Elle ne se préoccupe pas de nous parler. C'est nous qui l'avons déchiffrée. C'est nous qui lui avons apposé des signes de notre invention, qui l'avons adapté à notre esprit têtu, si peu fait pour ses courbes. Notre esprit qui se donne tant d'importance. La fonction de zeta s'est fort bien passée de notre autorisation pour être ce qu'elle est. On remarquera ici une affaire profonde, je veux dire un événement de la vie de l'esprit. Les mathématiques ne sont point affaire de religion ou de communion, mais elles sont sûrement une affaire de dépossession. Lorsque les mathématiciens dessinent une fonction ou une courbe algébrique, il semble y avoir quelque chose ou quelqu'un qui dessine pour eux et qui leur indique par des lois sans réplique le seul tracé qu'il convient de faire pour être en harmonie avec l'essence propre, avec l'essence imaginée des quantités dénombrables et indénombrables, essence unique, essence obligatoire, nécessaire, incontesté, calculatoire, comme un impôt de connaissance levé par un esprit sur nous, comme une loi, comme un règlement. Toute la torture de Cardan, toute l'émotion de Riemann tenait dans cette heureuse surprise. Avant tout, les zéros n'étaient pas triviaux. Ils n'étaient pas obéissants à l'intuition mathématique, ils n'étaient pas obéissants à l'esprit du mathématicien. Ils étaient comme ils étaient, n'arrivant de nulle part, ne menant nulle part, ou peut-être dans une autre de ces énigmes circulaires. Ce dont Riemann a fait l'expérience, c'est la petitesse et la finitude, la pauvreté presque, de l'esprit humain comparativement à ce qui le dépasse. Car au fond, il a vu ce que nous avons tous vu. Comme lui, nous évoluons à tâtons dans des espaces physiques et mentaux dont la réalité dépasse largement ce que nous pouvons admettre. Les choses ne prennent jamais les directions qu'on veut leur faire prendre, et les mystères ne se dissipent pas sur notre commande. Le monde nous immerge, et pourtant nous sommes au dehors de lui, consternés par cette terre inconnue dans laquelle notre naissance nous a exilés. Nous ne sortons jamais assez de nous-mêmes pour toucher les raisons de notre présence. Comme Euler, nous sommes borgnes, ou plutôt il est borgne quand nous sommes aveugles. Alors je me permettrai maintenant de m'adresser en profane aux mathématiciens. Voilà donc où nous en sommes. Ce n'est pas compliqué, il y a des zéros qui sont sur la droite, cela existe, et d'autres zéros qui n'y sont pas, et ceux-là nous ne les avons pas encore vus, et peut-être qu'ils n'existent tout bonnement pas, mais s'il s'avérait qu'un zéro, à disons 10 puissance 300 unités, peut être un seul, enfin seul avec son conjugué, un zéro tout noir, un zéro vilain qui aurait oublié de se mettre sur la file, ce zéro à lui seul cause la normalité et l'étrangeté, et l'imprévisibilité de la distribution des nombres premiers. Ce zéro cause de notre ignorance, qui est aussi cause de notre petitesse, car il nous faudra 10 puissance 300 vies pour parvenir à comprendre ce qu'il fait là, à ce zéro qui nous rappelle bien, parce que les nombres aiment bien nous humilier, comme ce n'est pas nous qui fixons les règles, car en ce qui me regarde, si c'était à moi qu'on avait demandé, les zéros auraient été à la file indienne, bien droits, comme des enfants avant de rentrer en classe, et dont on ne veut voir qu'une seule tête. Mais enfin, s'il s'avère donc qu'il y en ait un qui, par malheur, pendant que le Créateur avait le dos tourné, pendant qu'il tirait Adam de sa glaise, fait ce malheureux petit pas sur le côté, peut-être pour mieux voir ce qu'il se passait devant, eh bien, c'est la roue du mystère qui refait un tour. Alors ce qui est simple retourne à son obscurité crasse, et je vous le dis, et je vous préviens, méfiez-vous, parce que les nombres sont ainsi. Leur logique n'est pas toujours la nôtre, et j'en suis sûr, si nous leur expliquions ce qu'est pour nous le comptage de 1 à 100, ils nous regarderaient comme des fous qui parlent pour ne rien dire, comme ce Euler, ce Gauss, ce Riemann ou autre borgne, qui les espionnent sans comprendre, enfin en comprenant à peine moins que peu, à peine plus que rien, et comme nous autres les profanes, qui n'y comprenons tout à fait rien cette fois, moins même encore que rien, eh bien, ne nous laissons pas faire, amis, je vous en supplie, pas pour le million à la clé, mais pour que l'on puisse dormir tranquille, pour que l'humanité puisse rester au sommet de tout ce qui est esprit. Mettez-moi tous ces zéros comme il faut, mettez-les en rang, le long de la droite, bien raisonnablement, comme des vaches à abattre, rectifiez-les à la baguette, et alors, et seulement alors, nous pourrons cesser de dire que ce monde a été fait par un autre que nous.